Bonjour à tous et bienvenue sur OK Podcast. Suite à l'effondrement du gouvernement, comme elle le dit, le gouvernement français, le départ de François Bayrou bien sûr, Candace Owens a décidé de diffuser en avant-première l'épisode numéro 1 de la saison 2 de Becoming Brigitte. Cette histoire est complètement folle, vous l'attendez avec impatience. Voici donc le premier épisode de la saison 2, traduit en français audio. Bon visionnage. Très bien, les gars. Eh bien, jamais je n'aurais cru que cette enquête nous mènerait à ce moment, et je ne parle même pas du procès. Je fais référence à quelque chose de bien plus grand. Tout d'abord, je dois vous le faire savoir. Il y a à peine 3 heures, on annonçait l'effondrement du gouvernement français. Oh, d'accord. Ouais, c'est là. Le New York Times, le gouvernement français s'effondre. Encore une fois, la paralysie s'aggrave. Mais je ne veux pas que vous soyez distraits, parce que je pense que c'est en quelque sorte une diversion, un peu. Ils ne veulent pas que vous regardiez Devenir Brigitte, saison 2. Personnellement, je pense qu'Emmanuel Macron veut partir. Non, à la place, ils disent au peuple français de descendre dans la rue. J'espère qu'à ce stade, vous comprenez que ces décisions, comme qui sera président et quand, sont en réalité prises dans une salle de réunion. Si vous ne comprenez pas cela, j'espère que ce sera le cas à la fin de cet épisode. Alors, bienvenue à nouveau dans Devenir Brigitte 2. Il se passe beaucoup de choses, les amis. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Je veux que vous me preniez au sérieux quand je dis ça, d'accord? Sérieusement, je n'essaie pas d'être drôle ici. Brigitte Macron ne marche pas, c'est vrai. Elle ne marche pas, c'est vrai. On peut apprendre beaucoup de choses de la démarche de quelqu'un et je veux que vous fassiez très attention à la façon dont elle marche. Voici un extrait où on la voit sortir d'un magasin à Paris. Regardez bien ici. C'est ralenti pour vous. Regardez simplement les jambes, la posture. C'est intéressant. D'accord. Et bien sûr, pour ajouter à cela, le désormais célèbre extrait de Brigitte en tant que professeure de théâtre. Vous pouvez observer sa façon de marcher, mais plus important encore, la façon dont Brigitte s'assoit. Regardez cet extrait. Et oui, c'est authentique. Il y a quelque chose dans la manière dont Brigitte est assise que, quand on regarde ça en tant que femme, on se dit « ce n'est tout simplement pas comme ça qu'une femme s'assoit, n'est-ce pas? » Nous ne nous asseyons pas de cette manière, jambes écartées. On a tendance à comprendre, en regardant cette image, qu'on voit quelqu'un qui est un mec. Mais ce qui m'interpelle le plus à ce moment-là, c'est la façon dont elle... sa démarche large, n'est-ce pas, quand on la voit sortir du magasin. Je dirais que cette démarche en particulier est assez militaire, parce que c'est difficile, si on a été longtemps dans l'armée, de se défaire de cet entraînement. Pour vous rappeler, Jean-Michel Trognot, le soi-disant frère de Brigitte, a un dossier militaire que le gouvernement refuse de divulguer pour une raison quelconque. Il a eu une carrière militaire assez longue, et c'est à ce moment-là que Jean-Michel Trognot disparaît, plus ou moins. Vous devez aussi savoir que ce qui a été confirmé, c'est qu'il a détenu le grade de sergent en Allemagne. C'est tout à fait relatif. Il détenait le grade de sergent en Allemagne lorsqu'il était au Spire Club. Et le mieux que nous puissions faire pour suivre la trace de Jean-Michel, c'est cela. C'est en grande partie grâce au livre de Xavier. Pour récapituler, je vais vous montrer des photos de Jean-Michel Trognot à travers les années. Le voici en 1953, à l'école à Amiens. Nous avons aussi la photo de 1954 de Jean-Michel à l'école à Amiens. Et enfin, nous avons cette photo de 1955 de lui à l'école à Amiens. Bien sûr, la grande photo, la grande première, c'était de le voir, ce qui a été très difficile pour Xavier de se procurer en 1963 à l'âge de 18 ans. Il est en école d'ingénieur. Mais Xavier Poussard révèle dans son livre que cette période, ce moment où il était à l'école d'ingénieur, était un peu compliqué. Je veux que vous considériez cette période comme nous le ferions en Amérique, c'est-à-dire comme le lycée. C'est la façon la plus simple de concevoir cette époque. Donc, en 1963, à l'âge de 18 ans, Jean-Michel aurait dû recevoir son diplôme. Au lieu de cela, Xavier Poussard découvre que, pour une raison quelconque, bien qu'il figure sur la photo de classe de 1963, Jean-Michel Trognot n'avait en réalité pas obtenu son diplôme, et il y avait toutes sortes de bizarreries alors qu'il essayait d'obtenir ses dossiers.
Je vais vous lire ceci tiré de son livre. Il a écrit, je cite, « Le document de 20 pages montre », et là, il fait référence à ses dossiers scolaires, que Jean-Michel Trogneux, alors âgé de 18 ans, l'âge auquel le diplôme est normalement délivré en France, n'avait pas fréquenté l'école les années précédentes, les 3 années précédentes. Et il n'avait aucun diplôme, même pas le BEPC, qui est normalement délivré à la fin de la 3e. D'accord, c'est étrange. Où était Jean-Michel Trogneux quand il avait 15, 16, 17 ans? Il dit aussi qu'il avait tellement d'absence lorsqu'il était dans cette école. Puis, on avance rapidement jusqu'en 1967 et à l'âge de 23 ans, on sait que Jean-Michel Trogneux se trouve de nouveau en Allemagne dans ce club de Spire. Je veux aussi que vous sachiez que c'est dans la Rhénanie, d'accord? C'est la région qui a causé beaucoup de tensions pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, la Rhénanie allemande? Nous savons aussi, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il détenait le grade de sergent. Mais Xavier Poussard, dans son livre « Devenir Brigitte », est sans équivoque sur l'identité exacte de Jean-Michel Trogneux. Il veut que vous sachiez que Jean-Michel Trogneux devient Brigitte. Il a écrit ceci, et je cite, « Par conséquent, nous pouvons conclure que Jean-Michel Trogneux vit sous l'identité civile de naissance de sa sœur, Brigitte Trogneux, depuis au moins 1986. » Logiquement donc, Sébastien, Laurence et Typhon Osier, les enfants de Brigitte, sont administrativement ses neveux. C'est remarquable qu'il ait écrit cela dans le livre, car Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi pour diffamation. Pourquoi cela? Pourquoi Xavier Poussard, si cette information est fausse, n'a-t-il pas été poursuivi pour diffamation? C'est un citoyen français? Ce serait le plus logique. C'est un indice, les amis, d'accord? Le président Macron, qui panique en ce moment, n'a pas vraiment pu donner d'explication à ce procès en Amérique. Il a dit que c'était parce que l'histoire était devenue tellement importante en Amérique qu'il devait faire quelque chose. L'histoire était devenue tellement importante en Amérique qu'il devait en faire quelque chose. Ça, mes amis, c'est un autre indice. Je vais vous dire une chose. Quand on panique, on a tendance à faire des erreurs. Même avant que nous ayons commencé cette série, les Macron avaient déjà envoyé des avocats. Ils avaient déjà envoyé des enquêteurs pour se renseigner sur moi. Emmanuel Macron s'est envolé pour les États-Unis afin de parler à Trump, peu de temps après. Alors, nous devons nous demander, qu'y a-t-il de si particulier dans ma voix et dans ma portée en Amérique pour que le palais de l'Élysée soit aussi inquiet? En retraçant la vie de Jean-Michel Trogneux, Xavier Poussard est, je pense, tombé par hasard sur ce qui va probablement nous mener à la vérité. Voici ce qu'il a écrit dans « Devenir Brigitte ». Il a écrit, je cite, ou plutôt, il a demandé, je cite, quoi? Qu'a fait Jean-Michel Trogneux entre juin 1968 et 1973? Bien que l'on sache peu de choses sur cette période de sa vie, Brigitte a toujours affirmé avoir regardé à la télévision depuis les États-Unis l'alunissage américain de 1969. Oui, la réponse est évidente si vous faites attention. C'est que Jean-Michel Trogneux devait forcément être ici, en Amérique de 1968 à 1973. Ils sont paniqués parce qu'il y a quelque chose ici aux États-Unis auquel nous devrions avoir accès. Les McCrone avaient vraiment besoin que l'enquête sur la vie et le passé de Brigitte soit limitée à la France, n'est-ce pas? Parce que Jean-Michel Trogneux n'était pas en France pendant ces années-là. Par conséquent, il est peu probable qu'un journaliste français ait pu résoudre le mystère à lui seul. Malheureusement pour les McCrone, le destin a voulu que ce journaliste français, Xavier Poussard, fasse équipe avec une Candace Owens très persévérante. Encore plus de panique, encore plus d'erreurs du côté du palais de l'Élysée. Le dépôt de plainte en lui-même était une mauvaise idée, mais au-delà de ça, c'était bâclé. MKUltra, 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 répété 18 fois. Les chiens n'aboient que s'ils perçoivent une menace. Je vais donc rapidement vous rappeler que nous avons trouvé un Jean-Marie Trogneux. Je pense qu'il pourrait s'agir du père de Brigitte sur un navire en 1961, venant de France, faisant escale au Canada, puis arrivant à Oakland, en Californie. Et il se trouve que, par chance, ce navire en particulier a été impliqué dans un procès cette même année, ce qui nous a permis de savoir quel type de cargaison il transportait. Étrangement, je vous avais mentionné qu'il s'agissait d'un aimant de 8000 livres. Et
et j'ai demandé en passant « Que fait-on avec un aimant de 8000 livres ?» C'est bizarre. Mon mari a tout de suite dit « C'est du matériel militaire. » D'accord, intéressant. Aussi, la personne qui était capitaine de ce navire était un homme nommé Guy Choplin, d'accord? Il commandait le navire et pourtant nous n'avons pas pu trouver de photos de cette personne à part 2 clichés. Et l'une d'elles, qui ressemble à ses documents officiels en tant que capitaine, on dirait qu'il est un enfant. La voici. C'est Guy Choplin là, dans le coin. Tout ce que nous avons pu déterminer à propos de Guy Choplin, c'est qu'il est né en 1910 et qu'il est décédé en 1994. Ah, d'accord. Et puis, j'ai un peu l'impression qu'il a le visage trogneux comme les oreilles, mais ce ne serait que de la spéculation. Donc, passons à la suite. Ce qui n'est pas de la spéculation, c'est que dans les années 1960, MKUltra battait son plein à travers la Californie. Et notre gouvernement était plutôt dérangé, vraiment dérangé dans ce qu'il essayait de faire avec ça. Dans ce programme, il s'intéressait spécifiquement, et ce n'est qu'une facette de MKUltra à l'utilisation d'aimants, je ne plaisante pas, pour pirater nos cerveaux. J'aimerais plaisanter honnêtement, mais vous devez savoir que parmi les nombreux projets utilisant des aimants, l'un d'eux s'appelait le sous-projet 119. Le gouvernement voulait voir s'il pouvait modifier nos ondes cérébrales en utilisant de gros aimants. Oui, je ne plaisante pas. C'était l'époque d'une psychologie complètement dérangée. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'époque où la psychologie n'était pas dérangée, mais celle-ci était vraiment spéciale. Ils avaient besoin de voir s'ils pouvaient pirater et contrôler nos esprits, et les électro-aimants étaient un élément majeur de l'agenda expérimental de MKUltra. Ce projet, en particulier le sous-projet 119, était dirigé par 2 docteurs de l'UCLA qui ont réalisé que les cerveaux émettent de basses fréquences, avec des activités respectives. Donc ils disent, oh, le cerveau a ces fréquences qui sont actives. Et ils se demandaient s'ils pouvaient alors manipuler ces ondes cérébrales électromagnétiquement. L'Université de Stanford a également repris des recherches sur les électroaimants au début des années 70. Autrement dit, si vous regardez les annuaires de Stanford de l'époque, ils en parlent beaucoup. Et comme je l'ai dit, je le sais parce que j'ai accédé à ces archives d'annuaires. Ils sont très intéressants. Le directeur de MKUltra était le docteur Joyeux West, nous le savons. Et selon le livre de Tom O'Neill, Chaos, nous savons que Jolie West est allé à l'université de Stanford en 1966. Et ce que je vais vous dire à propos de l'expérience de la prison de l'université de Stanford va vous choquer positivement. Parce que, bien sûr, vous me connaissez, je suis curieux. J'ai dû envoyer quelqu'un là-bas pour accéder à ces fichiers. Et bien sûr, j'ai également dû contacter moi-même l'un des prisonniers impliqués. Mais d'abord, je veux vous donner un peu de contexte sur l'expérience, d'accord? En réalité, les histoires les plus dramatiques concernant l'Holocauste n'ont commencé à apparaître que des décennies après l'événement. En fait, même les histoires à propos du docteur Mengele, d'accord. Un historien israélien, Ephraim Gorshov, a découvert que son image auprès des anciens détenus d'Auschwitz interrogés juste après la guerre était inoffensive. L'ange de la mort, qui a commis des atrocités indicibles, a vu son image évoluer lentement au fil du temps. Et au cours de cette évolution, les gens ordinaires ont commencé à se demander « Doit-on vraiment croire que tout le monde s'est simplement lancé et a participé à ce mal? Les gens sont-ils intrinsèquement mauvais au point que si vous voyez quelqu'un en train de commettre ces actes terribles, vous allez vous joindre à eux, comme tous ces nazis l'ont fait, parce que, vous savez, il faut bien justifier les procès de Nuremberg. Vous tuez tout le monde, n'est-ce pas? Et les gens vont se poser cette question. Est-il possible qu'une personne qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit de toute sa vie puisse se transformer radicalement en monstre? Y a-t-il un monstre silencieux qui sommeille en chacun de nous? Eh bien, Philippe Zimbardo de l'Université de Stanford a voulu prouver que, oui, dans le bon environnement, très rapidement, les gens vont commettre des actes d'une cruauté indicible si tout le monde autour d'eux le fait aussi. Si la direction leur dit « Eh, crève l'œil de cette personne », ils vont le faire, d'accord? Presque instantanément d'ailleurs, sans réfléchir, ils le font simplement parce que cela existe en chacun de nous. Donc, vous ne devriez pas remettre en question les histoires que vous lisez. Et aussi, vous devriez faire preuve de pardon et de compréhension envers les actes de torture militaire à venir, comme ce qui s'est passé à Abu Ghraib,
C'est simplement ce que font les gens. Ils deviennent sadiques. L'expérience de la prison de Stanford a été financée par l'Office of Naval Research des États-Unis. Et je vais vous laisser écouter Philippe Zimbardo, dans ses propres mots, expliquer comment tout cela s'est mis en place. Écoutez bien. Notre objectif, en 1971, était d'étudier les conséquences comportementales et psychologiques du fait de devenir prisonnier ou gardien de prison. Pour cela, nous avons décidé de simuler un environnement carcéral, à la fois physiquement et mentalement. Et ensuite observer les effets de cette institution sur tous ceux qui se trouvaient entre ses murs. Nous avons utilisé le sous-sol du bâtiment de psychologie pour mettre en scène notre petite expérience, prévue pour durer 2 semaines. Un couloir de petits bureaux a été transformé en un environnement carcéral fonctionnel. Il comprenait 3 cellules, une salle pour les gardiens, le bureau du directeur, mon bureau de surintendant et un placard utilisé, si nécessaire, pour l'isolement. Nous avons sollicité l'aide de quelques experts en milieu carcéral pour nous assister dans la conception et la construction de notre prison. Le principal d'entre eux était Carlo President, un ancien détenu récemment libéré après avoir purgé 17 ans derrière les barreaux dans les prisons de San Quentin et Soledad. Nous avons passé une annonce dans le journal local pour recruter des participants à une expérience sur les effets psychologiques de la vie en prison. Ils seraient payés $15 par jour. Plus de 70 personnes ont postulé. Elles ont passé des entretiens diagnostiques et des tests psychologiques afin d'écarter tous ceux présentant des signes d'anomalies psychologiques, des handicaps médicaux ou des antécédents criminels ou de consommation de drogue. 24 ont été sélectionnés. Ils étaient tous en bonne santé, normaux, intelligents, issus de la classe moyenne et provenaient d'universités de tout le pays. Et, à pile ou face, chacun a été assigné au hasard au rôle de prisonnier ou de gardien. C'est uniquement le hasard qui déterminait si quelqu'un était choisi comme prisonnier ou comme gardien. Par hasard. Classe moyenne? D'accord. Zimbardo lui-même qualifie l'expérience de drame, alors rencontrons les prisonniers. Rencontrons simplement les membres de la distribution car je pense que c'est assez pertinent. Ça va être très pertinent. Soyez attentifs. Passons-les en revue. Tout d'abord, nous avons Doug Corpy. Doug a été diplômé de Stanford en 1989. Son père était avant tout membre de la Sons and Retirement Society. Nous pouvons aussi passer au suivant. Qui avons-nous? Claire Ramsey. Claire Ramsey était dans les Marines et travaillait sur un navire marchand. J'ai pu d'ailleurs, vous ne pouvez pas trouver cela dans le livre de Zimbardo ou dans celui de Le Latexier. J'ai découvert ces faits sur ces individus. Passons à la diapositive suivante. Richard Yako, prisonnier 1037. Son père était Samuel Yako. Samuel Yako était aux États-Unis, naval. Il a travaillé pour la NASA en tant qu'ingénieur. Richard a produit et réalisé des publicités pour la NASA. OK, passons à la diapositive suivante. Glenn G., diplômé de l'Université de Stanford. Il est le prisonnier numéro 3401. Il avait obtenu un diplôme en génie chimique 1 an avant l'expérience. Il a obtenu ce diplôme de l'Université de Stanford. Passons au suivant. Nous avons Paul Baron. Il a travaillé pour Halliburton après avoir obtenu une maîtrise et un doctorat de l'Université de Stanford. Son père, avons-nous écrit, pourrait être Paul Barron, l'ingénieur électricien qui a travaillé pour la Rand Corporation. Ensuite, Stuart Levine. Il a travaillé pour Halliburton Energy Services et Stanford Oil en tant que géophysicien diplômé de Stanford, titulaire d'un Master of Science de Stanford. Nous avons Jim Roney, 43325. Son père est le capitaine Times Roney de la base aéronavale de Moffett, également commandant du navire qui a récupéré Apollo 8. Son père était aussi ingénieur aéronautique, directeur des sciences et de l'ingénierie à l'Académie navale. D'accord. Nous avons Jerry Ashsu, qui est le prisonnier 5486. Nous apprenons de Jerry Sue qu'il a passé du temps au Canada avant l'expérience. D'accord, il est originaire de Pennsylvanie et il a abandonné l'université. Enfin, bien sûr, le prisonnier qui nous intéresse ici est Thomas Williams. Thomas Williams était sans abri. Nous apprenons de Latexier dans son livre qu'il était étudiant de premier cycle. Il vivait dans sa voiture avant l'expérience et c'est tout ce que nous savons. Donc, j'étais intriguée, d'accord? J'étais intriguée. On nous a également informé que l'un de ces prisonniers était en réalité une taupe, c'est-à-dire qu'il travaillait pour Philippe Zimbardo, et qu'il jouait simplement un rôle. Ce prisonnier n'était qu'un acteur.
J'avais le pressentiment que ce prisonnier pouvait potentiellement être le sosie de Jean-Michel Trogneau, le prisonnier 2093. Mais nous n'avions vraiment qu'un seul indice concernant cette taupe qui nous a été donnée par l'un des prisonniers nommé Jonathan Mark. Je veux dire l'un des gardiens, nommé Jonathan Mark, qui a fait un fil Reddit en 2015. Donc ça fait 10 ans. Il débarque sur Reddit et dit « J'ai été prisonnier dans l'expérience de Stanford, enfin gardien dans l'expérience de Stanford, posez-moi toutes vos questions. » Et voici ce qu'il a écrit dans ce post Reddit. Il nous fait savoir que le prisonnier qui a été retiré de l'expérience à cause d'une crise, c'est Doug. Corpy était le frère cadet de l'un de mes amis, mais je n'ai jamais eu de contact avec lui par la suite. Lorsqu'il a été retiré, il a été remplacé par un nouveau prisonnier qui était en réalité un étudiant en master travaillant avec Zimbardo, placé comme taupe pour découvrir ce que faisaient les étudiants prisonniers. Ce nouveau prisonnier, ou plutôt étudiant en master, était aussi une de mes connaissances. Donc, même si je ne l'ai pas dénoncé et je suis sûr qu'aucun de nous n'était censé le savoir, il faisait partie de l'équipe de recherche. Et à ma connaissance, son passé n'a jamais été publié. Je savais qui il était. D'accord. Maintenant, j'ai trouvé cela vraiment intéressant de façon générale. Tout d'abord, nous allons parler du moment où il a publié cela, en 2015. Il dit très clairement là que la taupe était une de ses connaissances et aussi un étudiant en master. Macron est élu en 2017, Thibault Le Latexier, spécialisé en gestion d'entreprise, qui, avec un parcours en gestion d'entreprise, publie soudainement un livre l'année suivante, en mars, sur l'expérience. Et puis une Française, Juliette Eisner, réalise ensuite un documentaire sur l'expérience. Mon instinct me disait que cet intérêt soudain, très français, pour cette expérience n'était en réalité pas du tout un hasard. Et je peux vous dire que mon instinct s'est avéré correct. Dans le livre de Latexier, il affirme que la taupe était un étudiant en master. Il a dit que cet étudiant préparait son master à l'université de Stanford. Donc il est d'accord avec Jonathan Mark lorsqu'il dit cela sur le fil Reddit. Sauf qu'il est clair, Latexier dans son livre, il nomme la taupe. Il a dit qu'il s'agissait d'un étudiant nommé David Gorshoff. Je suis tombée sur la première erreur. Le problème, c'est qu'une simple vérification m'a permis de savoir que David Gorshoff n'a jamais obtenu ni poursuivi de master à l'université de Stanford. C'est un fait. En réalité, David Gorshoff était un étudiant de premier cycle qui, par hasard, avait un cours avec Zimbardo. Donc, pour moi, ça ressemblait à ce que Xavier dit, il faut parfois raconter de petits mensonges pour embrouiller les gens. Je sentais que je devais confirmer qui était la taupe et aussi pourquoi Latexier avait écrit dans son livre qu'il s'agissait de David Gorshoff. C'était, bien sûr, comme je l'ai dit, le prisonnier 2093 qui est appelé le sergent. En particulier, cela m'intéressait d'une part parce que, à mes yeux, il ressemble évidemment à Jean-Michel Trogneau. De plus, si c'est bien Jean-Michel Trogneau, il correspondrait à la description d'un étudiant diplômé qui aurait pu travailler avec Zimbardo. Zimbardo parle de cela comme d'une expérience impliquant un certain degré de jeu d'acteur. Et aussi parce que, lorsque j'accède aux images publiquement disponibles de ce prisonnier 2093, je suis capable de détecter un accent non américain. Écoutez très attentivement ceci, d'accord? C'est une personne, quand je l'entends, qui sait parler anglais, mais qui a du mal avec les R, n'est-ce pas? Il faudrait faire appel à quelqu'un comme Hugh Laurie, vous savez, la série Dr. House. Lui, je veux dire, je n'avais aucune idée que cet homme n'était pas américain. Ça m'a profondément choqué. Mais la plupart des gens, quand ils apprennent une langue, surtout une langue comme l'anglais, ils peuvent avoir un peu de mal avec les R, peut-être en les prolongeant un peu trop. Donc, je vais vous montrer un extrait du sergent, le prisonnier 2093, et je veux que vous fassiez attention à son schéma de parole. Si nous vous interrogions aujourd'hui, seriez-vous prêt à abandonner le « il perd la juste variation du feu » ? Je pense que la seule réponse possible à cette question serait « non, monsieur ». Pourquoi ? Ma raison serait que, si je devais renoncer à la paix jusqu'à présent, cela représenterait une perte encore plus grande de 5 jours de ma vie que cela ne l'aurait été autrement. Je le ressens. En d'autres termes, la paix compense-t-elle le temps ? Non, monsieur. Pas du tout.
J'ai commencé à m'en rendre compte de plus en plus au cours de ces 5 jours. Le fait d'avoir du temps à consacrer et à étudier pour faire avancer mes études à l'université de Stanford ne pouvait pas être compensé par 15 $ par jour. D'accord. J'ai l'impression que quelqu'un essaye de prendre un accent américain. Et ça va devenir encore plus étrange, comme je l'ai dit. Bien sûr, j'ai dû envoyer quelqu'un à l'université de Stanford pour accéder aux documents. D'accord. Rappelez-vous, il aurait dû m'être très facile de me contredire moi-même sur le point du prisonnier 2093. Était-il le véritable taupe? Ce prisonnier, était-ce l'étudiant diplômé qui travaillait sous la direction de Zimbardo? J'ai donc décidé que nous devions simplement apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Sarge. Vous savez, le prisonnier 2093, le Sarge. Étonnamment, Philippe Zimbardo n'a en fait publié un livre sur l'expérience de Stanford qu'en 2007. Il publie en 2007 le livre intitulé The Lucifer Effect, rien que ça. Et je me demandais pourquoi. Encore une fois, dans le cadre d'une enquête, il faut bien spéculer. Il faut réfléchir, non? Vous avez le droit de réfléchir, et je me dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en 2007 qui aurait rendu cela pertinent? Non. D'accord, je télécharge le livre. Si ma théorie selon laquelle cela pourrait être Brigitte tient la route, alors je me demande, est-il possible qu'il soit arrivé quelque chose à Brigitte et ou Emmanuel en 2007? Quelque chose qui aurait nécessité ce genre de retour en arrière, de réécriture de l'histoire, si l'on peut dire. Et il se trouve que c'est justement l'année où Brigitte et Emmanuel Macron se sont mariés. Ils se sont mariés en 2007. Encore une fois, je réfléchis simplement à voix haute ici. Dans le livre de Zimbardo, il parle beaucoup du sergent. La description qu'il en fait est qu'il obéissait à tous les ordres d'une manière presque tordue qui mettait les gens mal à l'aise. Nous y reviendrons plus tard. Maintenant, encore une fois, il y a certaines choses qui auraient facilement pu être démystifiées. Ma théorie repose simplement sur la description physique que l'on peut trouver concernant le prisonnier 2093. Quelle est sa taille? Eh bien, physiquement, le sergent était plutôt petit pour un homme. Le sergent mesurait seulement 1,73 m, d'accord? Brigitte Macron aujourd'hui mesure un peu plus d'1,68 m et nous savons que les hommes rétrécissent de 2 à 8 cm entre 30 et 70 ans. Nous diminuons tous. D'accord. Donc, c'est encore tout à fait possible. J'ai donc décidé, comme je vous l'ai dit, que quelqu'un devait accéder au dossier. Quelqu'un doit immédiatement aller à l'université de Stanford. Je vais vous mettre dans un avion et, croyez-le ou non, nous avons réussi à le faire. Et il y avait encore d'autres choses inhabituelles concernant le prisonnier 2093. Tout d'abord, tous les prisonniers impliqués dans les expériences ainsi que tous les gardiens ont dû signer une autorisation de diffusion médiatique. Évidemment, il faut signer un formulaire d'autorisation de diffusion. Leur signature, au moment de la signature, devait bien sûr être attestée par un tiers. Tous les prisonniers avaient un témoin tiers, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que Philippe Zimbardo, qui validait leur autorisation de diffusion, à l'exception de Glenn G. et du sergent connu sous le nom de Tom Williams, tous deux mentionnés dans The Lucifer Effect. Son nom est Thomas Thomas, puis il devient Thomas Williams dans le livre de Latexier. Et la signature indique Thomas C. Williams, mais la seule personne ayant attesté cette signature est décédée et cela aurait constitué un conflit d'intérêts pour une signature de témoin. C'est Philippe Zimbardo lui-même. D'accord. Ensuite, il y avait une boîte à l'université de Stanford qui contenait les uniformes de prison. Curieusement, la blouse du prisonnier 2093 manque. Elle est introuvable. Il y a une faible chance qu'elle se trouve dans l'Ohio. Nous avons quelqu'un qui va y accéder en ce moment. Il reste très évasif sur ce qu'il possède ou non. Mais il suffit de dire que la majorité est censée être à Stanford et ce n'est pas le cas. Peut-être parce qu'elle aurait pu contenir de l'ADN d'une certaine sorte, si on transpire dans la prison, non? Également dans les archives de Stanford se trouve une liste de toutes les adresses correspondant aux prisonniers, parce que, souvenez-vous, ils devaient aller chercher les prisonniers pour leur fausse arrestation. Ces prisonniers devaient être faussement arrêtés afin qu'ils puissent, donc ils ont organisé les lieux où les arrestations auraient lieu. Le prisonnier 2093 est le seul dont l'adresse est indiquée comme étant le premier étage de la bibliothèque des étudiants de premier cycle. Cet homme n'a pas d'adresse. Ah, c'est vrai, il vit dans sa voiture. Impossible de le retrouver de cette façon. On peut toujours revenir au registre d'adresse et fouiller dans les documents. C'est une piste morte.
Au 4e et 5e jour de l'expérience, Philippe Zimbardo a autorisé les parents à rendre visite à leur fils. Et il existe dans les archives une liste dactylographiée de ses parents qui sont venus. Zimbardo remarque curieusement qu'il n'est pas sûr de savoir qui a rendu visite au prisonnier 2093. Il écrit « peut-être son père ». D'accord, examinons la personne en question. Parce que cela existe, il y a un enregistrement de cela. Qui rend visite au prisonnier 2093? C'est la seule séquence qui a été rendue disponible du jour des visites concernant le prisonnier 2093. Regardez. Il n'y a pas de son sur cette vidéo, mais je ne pense pas que cette personne ressemble à un père. Cette personne a en fait l'air d'avoir peut-être le même âge, exactement le même âge que notre 2093. D'accord. Il existe aussi une archive numérique, une feuille dactylographiée, qui a évidemment dû être tapée des décennies plus tard, où il consigne cela. 2093 a reçu la visite de quelqu'un nommé Warren Farras. D'accord, Warren, nom de famille orthographié F-U-R-A-S. Nous n'avons aucune idée de qui pourrait être cette personne. Ce nom ne ressemble même pas à un vrai nom de famille. J'ai consulté les archives disponibles en ligne. Je n'arrive même pas à trouver une seule personne portant le nom de famille F-U-R-A-S pour commencer à enquêter. C'est donc plutôt mystérieux. Et bien sûr, le plus important, c'est de passer en revue ces communiqués de presse qui incluaient, comme je l'ai dit, tous les gardiens et tous les prisonniers. Il n'y a aucun David Gorchov qui ait signé une autorisation. Mais je croyais que David était la taupe. Tu aurais sûrement fait signer un de ces formulaires de diffusion à David s'il était ta taupe. Ces images ont été diffusées dans les médias. Donc, en même temps, j'ai demandé à Skyler, mon producteur, de contacter Jonathan Marks, le gardien qui avait fait l'AMA sur Reddit. Et il a dit qu'il connaissait la taupe. Donc, la façon la plus simple de me contredire, parce que honnêtement, je voulais rapidement réfuter ça, c'était simplement de lui faire dire « oui, c'est David Gorchov, je le connais ». Miraculeusement, nous avons réussi à entrer en contact avec Jonathan Marks. Il nous a dit qu'il était prêt à m'appeler le lendemain matin, même s'il était en Asie. Donc, c'était la nuit pour nous. Nous l'avons eu au téléphone vers 22h le soir. Et la conversation, je veux dire, Jonathan Marks était très précis, il était descriptif. Il a parlé de tous les défauts de l'expérience de Zimbardo. Il m'a dit qu'il pensait que Latexier avait fait un très bon livre. Et moi, je lui ai dit, en fait, non, j'ai l'impression que le Latexier a un peu omis la partie où il s'agissait d'un énorme conflit d'intérêts. Parce que beaucoup de ces personnes avaient des liens avec l'armée et que l'armée finançait les expériences. Ensuite, je lui ai posé des questions à propos de cette taupe. Je lui ai parlé de ce Reddit AMA qu'il avait fait il y a seulement 10 ans et il est devenu un peu hésitant. Il nous a dit que la taupe était, selon lui, mariée à une fille. Voilà. Un de ses amis du lycée sortait avec elle, mais ensuite il nous a précisé qu'il ne se souvenait pas vraiment de grand-chose à propos de la taupe. Il ne se souvient même plus vraiment de son nom. Peut-être que c'est David Gorchov. Il n'en est pas sûr. Je n'étais pas très à l'aise avec cette partie. Alors j'ai commencé à me demander pourquoi Jonathan Marks, le gardien, a-t-il soudainement fait cette AMA en mars 2015? C'était près de 45 ans après l'expérience initiale. Ce type saute le pas et il le fait. Un AMA sur Reddit pour parler de cette expérience. Je me repose la question à voix haute. Y avait-il quelque chose dans la vie d'Emmanuel Macron et Brigitte qui aurait pu être significatif? Et je ne plaisante pas, en mars 2015, la semaine exacte où il l'a fait. Ce fil-AMA sur Reddit, c'est exactement le moment où Emmanuel Macron est présenté pour la première fois au public français. Vous pouvez le voir sur sa page Wikipédia. Je n'invente rien. Il est écrit « Macron s'est fait connaître du public français après son passage à l'émission télévisée française des paroles et des actes en mars 2015. » D'accord, c'est quand même assez particulier. Je me suis dit, c'est un peu bizarre. Continuons simplement. On doit réessayer. Et je dis à Skyler de le recontacter, cette fois avec une photo très claire de David Gorchov. J'ai maintenant réussi à la trouver. Cette personne qu'il a décrite il y a 10 ans comme une connaissance. Il était censé, ce type serait soi-disant la taupe. Demande-lui directement si cet homme, la photo de cet homme, était la taupe dont il se souvient dans l'expérience. Il nous dit qu'il ne sait pas. Il ne s'en souvient plus maintenant. Donc, c'est une impasse.
À ce stade, je voulais regarder de plus près la façon de parler du prisonnier 2093, parce que même si on maîtrise une langue, il est difficile d'en maîtriser la façon de la parler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'argot, des dialectes, une certaine façon de parler, une attitude particulière quand on parle une langue. Donc, on peut toujours repérer un étranger d'une certaine manière. Ils sont presque trop corrects, c'est un signe. Quand on apprend une langue, on l'apprend correctement. On n'apprend pas l'argot, alors on décide simplement de jeter un œil à la transcription. Donc, on ne peut pas l'entendre dire cela, mais il existe une transcription disponible sur le site des archives de Stanford de The Sarge. C'est son entretien de sortie. Et on l'interroge sur son comportement, sur le fait qu'il ait obéi à chaque ordre. Il ne l'a pas fait, il a simplement fait tout ce qu'il était censé faire. Il dit, vous savez, qu'il aimait en quelque sorte recevoir des ordres et les suivre. Et nous allons lire un extrait de cette transcription. D'accord. Voici ce que le prisonnier a dit. Allons chercher la transcription. Je suppose qu'on pourrait dire que je jouais mon meilleur rôle parce que je crois que la vie, en réalité, dépend du rôle que l'on joue pour déterminer comment on agit. Dans presque toutes les situations que j'ai vécues, je peux les décrire en fonction du rôle que je joue. Et être en prison, devoir suivre toutes ces règles. C'était l'une des premières occasions que j'ai eues de jouer. Le rôle de base, ou du moins autant que je puisse comprendre, le rôle fondamental sur lequel les autres rôles sont construits. Et je ne peux pas me décrire autrement qu'en termes de rôle. Je crois que la chose la plus importante, ce sont les résultats et non les tentatives. Le prisonnier leur répond et dit « Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous voulez dire par là. » 2093 poursuit. Je veux dire, je changerai pour presque n'importe quel rôle, enfin pas n'importe quel rôle. Cela peut être construit sur le rôle de base afin d'accomplir ce que le rôle de base voudrait accomplir, mais ne pourrait pas accomplir par lui-même. Oh, je vois. D'accord. Et puis, il continue et demande. La personne lui demande, d'accord, je vois. Supposons que la sélection aléatoire ait abouti à ce que vous soyez garde. Comment pensez-vous que vous auriez pu entrer dans le rôle de garde? 2093 dit, je pense que j'aurais pu jouer le rôle d'un bon garde. Je pense que j'aurais pu intégrer ce rôle de manière à être satisfait des normes de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. C'est juste bizarre. Pouvons-nous tous simplement reconnaître que c'est bizarre, tout ce discours sur les rôles en disant le soi? Quoi? Ce n'est pas comme ça que parlent les Américains. OK, ce n'est certainement pas toi. Vous me dites que c'est une personne qui était dans sa voiture et qui était un étudiant. Et on parle du fait que tout le monde est sous LSD parce que la CIA en répand partout en Californie. Génération hippie. Ouais, mec, c'est cool. Ce type débarque et commence à parler du rôle du soi dans tout ça, c'est beaucoup trop formel. C'est aussi étrange. C'est comme s'il était détaché de lui-même et disait qu'il pouvait jouer n'importe quel rôle. On dirait qu'il se moque un peu de nous, là. D'ailleurs, on peut comparer ça à d'autres transcriptions et les autres personnes interviewées ont l'air d'Américains. Ils ont l'air décontractés. Voici Jim Roney, prisonnier numéro 4325, et on lui demande si l'expérience a été difficile pour lui. Il dit que c'est beaucoup plus strict. C'est ma vision d'être prisonnier, un truc qu'on voit dans les films, quelqu'un qui traîne dans sa cellule. Ça demande un peu plus que ça. Il faut pratiquement renoncer à toute individualité. Je fais exactement ce que les gardiens me disent de faire, je suis plutôt obéissant. Et puis la personne fait des allers-retours et on voit bien, quand on lit les transcriptions, que tous les autres sont bien plus décontractés. Alors maintenant, je suis enfermé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le prisonnier 2093. Je ne sais pas, non, mais je sais, tu vois. Je ne plaisante pas en disant que j'ai même prié à ce sujet parce que j'ai ressenti, spirituellement, quelque chose de très maléfique. Il se passait quelque chose. Et tout cela, je veux être clair, c'est le timing de Dieu, n'est-ce pas? Parce que, naturellement, en ce moment, ce qui coïncide avec ça, c'est que nous apprenons et lisons sur Sigmund Freud. Dans mon club de lecture, nous lisons L'assaut contre la vérité. Nous lisons sur Sigmund Freud, les abus rapides d'enfants qui se produisaient à Paris et comment il a manipulé ses enfants. Il travaillait sous la direction de Charcot à Paris. Puis, il a inversé la situation en disant non, ce sont les enfants qui sont attirés par leurs parents. Il s'agissait d'abus incestueux. Et dans le prochain livre que nous allons lire, nous allons encore apprendre dans mon club de lecture sur Sigmund Freud, mais cette fois, nous allons découvrir qu'il était un kabbaliste. Il possédait un Zohar. S'il y a une chose à savoir sur les kabbalistes, c'est que les chiffres ont une importance capitale pour eux. La numérologie est importante. Alors je me dis, les numéros des prisonniers,
Ils ne peuvent pas être aléatoires. Ils sont aléatoires, mais ils ne peuvent pas être aléatoires. Ils doivent forcément avoir une signification. Ils sont partout, n'est-ce pas? Certains ont 3 chiffres, d'autres en ont 4. Il n'y a aucune logique. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Plus que tout, c'est simplement difficile pour vous. Si vous contrôlez cette expérience, il est difficile de suivre tous ces numéros. Quand vous voulez juste attribuer à quelqu'un le numéro 3, 4, 5, peu importe, et puis ça me frappe. Tout dans cette expérience est militaire. Ces numéros doivent être militaires. Ils doivent avoir une signification militaire. Et voilà, je suis tellement ignorant en matière militaire. Je ne savais pas que les gens qui sont dans la marine, comment envoie-t-on une lettre à quelqu'un qui est sur une base militaire? Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous mettez un code postal et que vous devez y ajouter un numéro d'unité, si vous voulez envoyer du courrier, cela correspond à des bases militaires. Et voilà que, par hasard, les numéros de prisonniers correspondaient justement aux bases militaires de 1971. Et je vais vous les présenter tout de suite. Celui de Doug Corby était 8912, c'est le numéro. C'était le numéro attribué à la base navale d'armement de Stanford à Long Beach, en Californie. Et c'est incroyable, celui-là m'a pris un certain temps à déchiffrer, parce que apparemment, lorsqu'il s'agit d'un centre médical, d'une installation médicale, il leur attribue ce qu'on appelle des numéros DMIS. Mais encore une fois, Long Beach, Californie. Ensuite, nous avons Clay. Ramsey 416 correspond à l'équipe d'ingénierie au Vietnam, l'équipe de la marine CB 416. J'ai trouvé leur annuaire, je suis en train de le parcourir et je soupçonne. Mais je vais trouver un visage familier. 1037, je vous ai dit que le père de Richard Yoko était dans la marine. Je vous ai dit qu'il était ingénieur. Cela correspond à l'USS Bronstein. Le commandant était Stanley Thomas Counts, qui dirigeait l'ingénierie chez Hughes Aircraft, coque de navire 1037. Glenn G, ce 3401, correspond à l'USS Darter. Le Darter a été transféré à San Diego en 1971 pour soutenir les opérations de la 7e flotte. Paul Baron, 5704. Il s'agit des forces armées d'Europe, du Canada, du code postal 5674 et du Moyen-Orient, avec Hubble. Nous avons eu du mal à trouver quoi que ce soit sur Whit Hubble. Nous ne sommes donc pas sûrs du 758. Quelqu'un, là-bas, tu pourras me le faire savoir. Nous avons même eu du mal à établir qui est sa famille, s'il est connecté au télescope Hubble. Nous n'avons donc que des points d'interrogation en ce qui concerne Whit Hubble. Stuart Levin, 819. C'était le poste naval en 1971 en Espagne. Ils ont envoyé l'équipe d'ingénierie MC4. Ils sont arrivés là-bas en juillet de 1971. Jim Roney, 4325. Cela correspond à l'aérodrome de Moffett, je suis désolé, Camp Pendleton. Et je me souviens de ça, n'est-ce pas? L'aérodrome fédéral de Moffett? Ouais, Mountain View, Californie. Désolé. Où est basé le 7e groupe d'opérations psychologiques de la réserve de l'armée? Nous avons également Jerry Sue. Nous avons le camp Pendleton en Californie. Il s'agit bien sûr également d'une base navale en Californie. Et puis, enfin, mais pas des moindres, et vous n'êtes pas obligé de montrer la prochaine parce que je veux en parler moi-même. Tom Williams, prisonnier 2093. Est-ce une base navale? J'ai une intuition, les gars. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une base navale à laquelle cela correspond, ou plutôt de l'unité navale à laquelle cela correspond. Et c'est la seule unité navale de la liste qui n'est pas américaine. Et il se trouve justement qu'elle appartient à la France. L'île Clipperton. Qui l'aurait cru? Une base navale sur l'île Clipperton? La première chose à laquelle je pense, c'est « Mais qu'est-ce que c'est que l'île Clipperton ?» Je me demande si c'est moi qui ne connais pas. Mon mari me dit alors qu'il n'a jamais entendu parler de l'île Clipperton. Et c'est fou parce que mon mari est le roi de la géographie. Xavier Poussard dit qu'il n'a jamais entendu parler de l'île Clipperton. Alors laissez-moi vous montrer cette île dont apparemment peu de gens ont entendu parler. Il y avait une base navale et une présence militaire. C'est une île française? Regardez ceci sur la carte. Ouais, entrons ici. Clipperton. Que se passe-t-il exactement sur la petite île isolée et mystérieuse de Clipperton, perdue au milieu de l'océan Pacifique? C'est incroyable. Ouais, c'est, je crois qu'on dit, la seule île française.
dans le Pacifique supérieur. Je pense que c'est correct. Vous pouvez vérifier mes dires à ce sujet. Donc, je me demande ce qui se passe sur l'île de Clipperton. Personne ne sait, d'accord? C'est comme si les gens se posaient des questions. Le plus que l'on puisse vraiment trouver, c'est qu'elle a une histoire assez sanglante. Je crois même que sur ce lien que tu as mentionné, celui que tu viens d'afficher, il est dit qu'il se passe beaucoup de choses étranges là-bas. Il y a du folklore. Je me demande quel genre de folklore, pourquoi la France, que fait la France sur l'île de Clipperton? Et maintenant, je commence à ressentir. Je suis vraiment convaincu que le prisonnier 2093 est suspect. Alors Skyler dit « Envoyons simplement un message à Jonathan Marks. Il est ouvert et communicatif. Demandons-lui carrément à propos du prisonnier 2093. Et bien sûr, on aurait dû faire ça dès le début. » Le sergent était une personne très importante, selon le livre de Zimbardo. Tous les détenus le détestaient, paraît-il. Ils lui ont donné ce surnom, le Sarge, parce qu'il était très militant. Skyler envoie un SMS à Jonathan Marks et il lui dit la vérité. Et nous avons parcouru les fichiers de Stanford. Nous sommes un peu frappés par le fait qu'il n'y a aucune information. Cela nous permet d'approfondir notre connaissance du prisonnier 2093. Son nom, Thomas C. Williams. Pouvez-vous nous aider? Genre, qui est ce type? Vous ne plaisantez absolument pas du tout? Quand je dis cela, il me répond en disant « Je n'ai absolument aucun souvenir précis de lui et je n'étais même pas du tout au courant de son existence réelle. » Fin de citation. Fermé. Farmer. Oh, je suis désolé, vous n'étiez pas au courant de son existence. Il n'y avait que 9 prisonniers impliqués dans cette affaire. Vous en parlez depuis le tout début. Vous êtes dans des magazines. Vous avez participé à des documentaires. Vous avez participé au documentaire récent à ce sujet sur Hulu. Vous me dites que, tout à coup, ce prisonnier que Zimbardo a mis en avant dans son livre, vous ne vous en souvenez pas? Vous ne savez rien sur ce type? Vous nous avez dit que vous aviez lu le livre de Latexier? Que vous aviez lu le livre de Zimbardo? Il parle du sergent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne saviez pas qu'il existait. C'est plutôt fort. Je sais qu'il existe. Vous ne savez pas qu'il existe? Skyler revient en arrière. C'est un petit détail. C'est le sergent. Tu sais, Thomas, tu ne le connais pas? Il dit pas vraiment. Rien. Arrêtez tout. D'accord. Très bien. On tient quelque chose ici. C'est le prisonnier 2093 qui est protégé pour sauver au moins quelqu'un. D'accord. Le dernier élément que j'ai dû résoudre était le mensonge de Zimbardo. Mais le plus gros morceau du mensonge qu'il raconte lorsqu'il dit qu'ils étaient tous de la classe moyenne, c'est quand nous avons réalisé, comme je vous l'ai dit dans l'épisode de jeudi dernier, que l'un des gardes, Chuck Burton, était un descendant des Rothschild. Un Rothschild? Des enfants de la classe moyenne? Non, Chuck Burton. Grand-père dirige Sears. Tu fais partie de la famille Herstad, comme Herstad, la banque. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un peu étrange que tu prétendes être un gamin pauvre qui faisait du sac à dos et avait besoin de 15 $. Et maintenant, si j'ai raison et qu'il s'agit de Jean-Michel Trognot, alors cela voudrait dire qu'au moins 2 agents des Rothschild, on pourrait dire, peut-être, étaient là, ou du moins des personnes liées aux Rothschild, c'est peut-être une façon plus appropriée de le dire. Chuck Burton et Jean-Michel Trognot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a chez les Rothschild qui aurait pu amener ces personnes ici? Historiquement parlant, et là je me fie à mon intuition, je me dis que les Rothschild sont vraiment connus pour ne se soucier que d'une seule chose. Je veux dire, c'est une famille qui existe depuis des générations, mais dès qu'on parle d'or, les Rothschild sont mentionnés, tu vois, simplement d'un point de vue historique. Je sais qu'aujourd'hui, cela est considéré comme de l'antisémitisme, mais c'est juste un fait, tu sais. On sait qu'ils s'intéressent à la banque. C'est une dynastie bancaire, non? Et puis je me dis, d'accord, mais évidemment, il ne se passait rien en 1971 concernant l'or. Vous voyez, c'est dingue. Fort. Il se passait des choses majeures, d'accord? Alors, tout d'abord, il faut savoir que de 1959 à 1969, le président de la France était Charles de Gaulle, d'accord? C'était Charles de Gaulle. Et ce qui s'est passé, c'est que Charles de Gaulle est devenu un peu MAGA à la fin parce qu'on commençait à parler de mondialiser le système de la réserve fédérale. L'Amérique était déjà passée au système fiduciaire sur le plan national, d'accord?
Avant, votre dollar était adossé à l'or, puis ils ont dit, vous savez quoi, on va abandonner ça. On va plutôt passer à une société de la dette. Le gouvernement va en quelque sorte décider, LOL, de ce qui existe réellement. L'Amérique s'était déjà éloignée de ce système sur le plan national. Mais en 1971, Richard Nixon est président, n'est-ce pas? Et il parle en gros de, figurez-vous, on va faire ça à l'international. Genre, on va tout passer en fiduciaire. On va juste mondialiser ce système de la réserve fédérale, tu vois? Charles de Gaulle était contre cela, il n'aimait pas du tout cette idée et il commence à dire qu'il ne va pas accepter ça. Et donc, figurez-vous que ce qui se passe, c'est en fait une révolution de couleur. Les gens commencent à manifester dans les rues en France et il doit simplement démissionner, c'est fini pour lui. Charles de Gaulle est renversé. Dégage d'ici, espèce de gars MAGA qui parle de préoccupation pour les citoyens français, qui veut s'assurer qu'ils ne deviennent pas esclaves de la dette. Tu dois partir. Et à sa place, on installe Georges Pompidou, d'accord? Georges Pompidou devient le président de la France. Il était au départ Premier ministre. Il devient maintenant président. Et en 1971, l'année même de l'expérience de Stanford, devinez ce que la France a fait? La France a rapatrié tout son or des États-Unis. Ils ont dit, rendez-nous notre or. Nous voulons tout notre or. Et cette opération militaire, évidemment, l'armée a dû transférer cet or littéralement depuis l'Amérique. À ce jour, il n'a jamais été révélé quels navires de guerre ont été impliqués dans le transport de cet or en 1971 de l'Amérique vers, vraisemblablement, la France. Je ne sais pas si c'est allé en France, personne ne le sait. Il n'y a aucune réponse quant à l'endroit où tout cet or est allé. Je ne sais pas. Mais il serait logique que cela puisse être une raison pour laquelle, si vous êtes les Rothschild et que vous vous souciez de la banque, vous voudriez vous assurer que des membres de la famille et des personnes très proches de vous soient impliqués dans cette affaire. Donc, je suis obsédée. Je dois absolument savoir ce qui se passe, n'importe quoi. Si vous avez la moindre information sur ce qui est en train de se dérouler sur l'île Clipperton, vous devez impérativement envoyer un email à tipsycandaceowens.com parce que je suis entièrement sur le coup et je suis déterminée à découvrir la vérité. Si vous savez quoi que ce soit à propos du prisonnier 2093, le très mystérieux Tom Williams, vous devez envoyer un email à tipsycandaceowens.com. Pour vous informer, nous avons déjà consulté les dossiers qui sont publics et disponibles sur le site de Stanford. Nous savons, je sais que nous sommes proches ici et les implications, à mesure que je commence à examiner ce qui se passait et cette équipe CB et ce que ces ingénieurs ont été envoyés faire au Vietnam, ainsi que ce que d'autres équipes impliquées en Corée faisaient, les implications ici sont assez graves. Nous parlons de la réserve fédérale. Si tu veux te faire éliminer très vite en tant que président aux États-Unis, commence à dire « ramenez l'étalon or ». Non. Nous allons asservir le monde par les dettes. C'est le but de la réserve fédérale. Alors jetez à l'œil, prisonnier 2093. Comme je l'ai dit, la chose formidable avec la stupidité de ce procès, c'est qu'elle va nous permettre d'assigner ces informations à comparaître. Je vous envoie sur beaucoup de pistes, mais bien sûr, toute information concernant Guy Choplen, ainsi que des informations sur l'origine possible du surnom Thomas C. Williams m'intéressent aussi. Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec l'armée? Je crois avoir vu qu'il y avait quelqu'un dans l'armée qui s'appelait Thomas Carroll Williams. Peut-être que des personnes capables de faire des recherches dans les archives nationales pourraient nous aider à approfondir le récit autour de l'île Clipperton. Je vous en serai très reconnaissant. tipsycandaceowens.com parce qu'en ce moment, nous sommes en quelque sorte l'agence de renseignement décentralisée. C'est pour ça que je porte notre nouvelle tenue ici. L'agence de renseignement décentralisée Candace et nous avons pu rassembler beaucoup d'informations grâce à vous tous. Dernière chose, et je veux que vous me disiez encore une fois, nous avons beaucoup de mal à identifier ce Whitable, à quoi pouvait correspondre ce numéro à lui. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à envoyer un email à tipsycandaceowens.com. À quoi pensez-vous, les gars? Où sont mes militaires dans le chat? D'accord. Où sont mes militaires en ce moment? Je te le dis, tu aurais résolu les choses beaucoup plus vite que moi. Tu vas me donner encore plus de détails sur les unités, les codes postaux 71. J'ai besoin de mes militaires au plus vite, dès que possible.
parce qu'il s'est passé quelque chose de drôle. J'ai lu Chaos. Encore une fois, mon Dieu, le fait que j'ai lu ce livre, c'est mon ami qui me l'a envoyé, mon ami Paula, je l'ai lu. J'apprends des choses sur MKUltra. J'apprends que cela correspond à la torture de personnes au Vietnam. Genre, on était juste, littéralement, on faisait juste de la torture et des expérimentations sadiques, et tout ça mène à ce moment. Tout ça mène à ce moment. Tropic écrit « J'espère que la vraie justice sera rendue. » Moi aussi, vraiment beaucoup. Aussi, Tropic écrit « Toutes les expériences appartiennent à l'armée. Bonnes ou mauvaises, tout tourne autour de l'armée. » Ouais. Je pense qu'on vit vraiment sous l'autorité militaire. C'est pour ça que j'ai même remarqué que dans certains de mes épisodes, il y a des bots militaires, littéralement, des personnes dont le travail dans l'armée est de dissuader les Américains de regarder certains contenus. On a vu beaucoup de ça quand Israël voulait s'en prendre à l'Iran. T'as vu soudainement une augmentation de bots. C'était tellement rempli de bots. Marbly écrit « Le t-shirt de la CIA est-il un cas de vérité caché en pleine vue? Il faut qu'on se pose ces questions. » Et peut-être que tu ne peux pas le voir, mais c'est notre... Tu sais, comme on dit qu'on est la nouvelle CIA, la Candace Intelligence Agency. Non, ce n'était pas moi qui disais être à la CIA. C'était moi qui disais qu'on est la Decentralized Intelligence Agency. Et on a sorti cette phrase car tout le monde disait « Il nous faut une casquette. » Donc, tu peux vraiment aller l'acheter. C'est disponible sur notre site web. On a de nouveaux produits dérivés. C'est évidemment à prendre au second degré. Si je fais partie de la CIA, alors franchement, je ne sais pas quel est leur objectif. Ce serait complètement fou. Jane O'Cal écrit « Il faut avoir beaucoup de cran pour être la première dame de France. » Liam Momberg écrit « Amour et lumière d'Afrique du Sud. Nous sommes avec toi. » Jonathan Beauverner écrit « Et merci au fait. J'adore l'Afrique du Sud. Il s'y passe beaucoup de choses, beaucoup de trucs bizarres là-bas et il s'en est passé pas mal aussi. » Jonathan Werner écrit « Salut Candice, continue de dire la vérité. As-tu vu la nouvelle bande-annonce du film d'horreur biblique The Carpenter's Son? J'aimerais avoir ton avis dessus. Je n'ai pas vu la bande-annonce. Je ne regarde plus de films. Je lis juste des livres, en fait. Je suis simplement fascinée par l'apprentissage de la véritable histoire parce que je pense que la vérité est en quelque sorte, je veux dire, ce qui s'est réellement passé. Les événements de notre monde sont, évidemment, comme le dit l'expression, bien plus étranges que la fiction. Sparky écrit « N'accordez pas trop d'importance à l'électroaimant de 800 livres ou de 8000 livres tant qu'on n'en sait pas plus. Ils sont couramment utilisés dans les grues, dans les chantiers de ferraille, donc c'est probablement à ça qu'il sert. Ne donnez pas de munitions à Brigitta & Co. Oh non, il y a plus. Il y a plus à dire sur ce navire en particulier et sur ce dans quoi il était impliqué. Mais merci pour votre commentaire. Je ne peux vous en dire qu'une certaine quantité par épisode. Mais ce n'est pas le seul procès dans lequel il a été impliqué et, bien sûr, il y a aussi la question de sa destination en Californie et de l'heure à laquelle il devait y arriver. Brian Schwartz écrit « Le rôle de base peut-être un modèle de lavage de cerveau pour les autres prisonniers. Peut-être, oui, c'est très étrange. Les interviews que vous voyez avec ce prisonnier, ce qui est rendu public, c'est bizarre. C'est vraiment, vraiment bizarre. Et on a l'impression d'assister à une pièce de théâtre. Mary Everett écrit « J'ai eu des symptômes de manque quand tu étais absent. Ne nous refais plus jamais ça. Tu n'as pas droit aux jours de maladie. » D'accord, très bien, c'est juste. J'ai compris. Adventure Fun Times écrit « Hager dit dans son livre que dans les années 1770, la franc-maçonnerie était utilisée pour fomenter la révolution, pas pour pratiquer l'occultisme, et que certaines factions de la franc-maçonnerie étaient mécontentes d'autres factions parce que beaucoup ne pratiquaient pas l'occultisme. Les amis proches de Macron sont des pédophiles. Les amis proches de George Washington étaient des catholiques et des protestants dévots. On devrait vraiment parler de l'histoire américaine. Il est temps de rejoindre... D'accord, c'est quelque chose que nous... Tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire américaine est faux, sauf le fait que oui, c'était une histoire de francs-maçons et que ce ne sont pas les bons francs-maçons qui ont gagné, c'est ce que je dirais. Alaska Dog Lady écrit « Catholique de naissance qui a quitté la foi pendant des années, je suis revenue en tant que protestante, mais je suis retournée à la messe et l'Esprit Saint m'a poussée à inscrire mes enfants à l'OSIC aujourd'hui. Célébrez avec moi. » C'est absolument incroyable. Et laissez-moi vous dire, c'est la ressource qui les intéresse le plus. Ce sont nos enfants. Il nous incombe de protéger nos enfants, leur esprit, leur corps et leur âme. Je ne plaisante pas. C'est-à-dire, c'est tellement évident. Nous vivons désormais dans ce que je décrirais comme un monde post-Epstein, d'accord? Là où ils portent juste leur masque en ce moment. Ils portent leur masque en ce moment.
Ils essaient d'appliquer la stratégie freudienne consistant à nous manipuler au gaz tout en nous maltraitant. Les médias essaient de nous faire croire que nous sommes fous. Pourquoi fais-tu attention? Genre, non. Vous avez tous baissé votre masque. Bien sûr, au fait, je vous disais qu'il y a cette émission qui était très populaire en Amérique. Elle est très populaire, White Lotus. Et dans cette dernière saison de White Lotus, il y a eu inutilement de l'inceste et les gens l'ont simplement éteint et n'ont pas voulu la regarder. Et puis, il s'avère qu'il y avait ce chanteur de K-pop très populaire qui était présent à cette époque. Elle n'a pas participé à la scène d'inceste, mais elle n'avait jamais joué auparavant et elle a été intégrée à cette saison en particulier, la saison de l'inceste, pour ainsi dire. Eh bien, il s'avère qu'il pense qu'elle a obtenu ce rôle parce qu'elle sort avec Bernard Arnault, qui, comme nous le savons, gravite autour des Macron, et Brigitte Macron elle-même a remis un prix à cette chanteuse de K-pop. Et au-delà de ça, ils viennent d'annoncer que la nouvelle saison de White Lotus sera tournée à Paris la saison prochaine. Alors, laissons juste, je ne sais pas, il se passe tellement de choses en ce moment qu'on se dit, je ne connais pas la France, mais peut-être que l'effondrement du gouvernement est ce qui devait arriver parce que je ne sais pas ce qu'il y a au palais de l'Élysée. Mais ce n'est pas une femme nommée Brigitte Macron, ce n'est pas une femme de quelque manière qu'on puisse l'imaginer, et cette personne est plutôt malveillante, assez sinistre, les choses dans lesquelles cette personne, je crois, a toujours été impliquée. Donc, nous allons continuer à pousser le récit sur l'expérience de Stanford en prison. Envoyez-nous tout ce que vous avez. Si vous voulez soutenir notre agence de renseignement décentralisée, envoyez-nous vos informations à tipsandcandiceowens.com. Achetez-vous un chapeau. L'agence de renseignement décentralisée est partout dans le monde, d'accord? Il n'y a aucun moyen de nous arrêter. Nous sommes tous en train de nous réveiller à quel point tout cela est maléfique, malade et sinistre. Mais Brigitte, waouh, le pivot de tout cela. Pourquoi faire de Brigitte la première dame? Je veux que vous réfléchissiez à cela. Nous allons y revenir demain. Mais c'est quelque chose, non? Assez stupéfiant de se dire, d'accord, il s'en est tiré avec tellement de choses. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça doit être presque théologique. Je vais m'arrêter là. On se retrouve demain, les amis.